Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un thème qui me porte à cœur et qui même est le thème, la raison d'être de la quintessence de la naissance. C'est aussi le thème qui m'a permis, qui m'a amené aussi à être une maman de plus en plus consciente de ce qu'elle peut transmettre à ses enfants, puisque ce sont aussi mes enfants pendant leur gestation qui m'ont amené à prendre conscience de tout ce qui est, de tout ce qui peut être possible de mettre en place et de tout ce qui peut être possible de créer. Alors voilà, aujourd'hui, je viens vous présenter la communication prénatale. Oui, prénatale. Oui, nous pouvons communiquer avec notre enfant lorsqu'il est dans notre ventre, dans l'utérus, au fond du nid, bien au chaud. Et la communication prénatale, elle commence même avant la conception. Ah, je sais que je touche un thème ou un aspect de la venue d'un enfant de manière subtile qui ne peut ne pas être accepté par tout le monde, et pourtant c'est ce qui est. Alors, en respectant les croyances de chacun, je vais quand même transmettre ce que j'ai à dire, puisque je sais qu'il y a un éveil en cours et un réveil. La communication prénatale, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit donc de connecter avec l'essence même de l'être humain en chemin. Et donc, cette connexion s'établit bien avant la conception. Généralement, on va dire qu'elle peut même s'établir des années avant la conception. Et pourquoi je me permets de dire ceci? Puisque je l'ai vécu moi-même avec mes 2 enfants. Je vais parler de ma première enfant qui, je vais dire peut-être 4 ans, 4 ans avant sa conception, j'ai déjà eu des prémices par mon intuition et mon hypersensibilité de connexion avec elle, que je n'ai compris que lorsqu'elle a été conçue. Je dis pour cela pourquoi? Puisque ma fille, lors de sa conception, il s'est passé quelque chose, on va dire une sensation, une perception, un ressenti profond, une image de la manifestation de qui elle est, de son essence, je vais dire, hein, que j'ai vu par des couleurs, par un mouvement énergétique, qu'on appelle donc le cordon de l'âme, dans une couleur bleutée et bleuté cristallin, qui brille avec des paillettes. Il fallait mettre une image concrète, qui est descendue jusqu'à moi et qui donc m'a permis aussi de me rendre compte qu'une connexion s'établissait avec mon enfant. Mais ça, c'était après, quand je me suis trouvée enceinte, quand j'ai eu la nouvelle officielle que j'étais enceinte. Parce que sur le coup, je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai vu ça. Je me suis retrouvée figée dans le nid. Je n'ai pas pu intervenir pour arrêter l'acte de conception, proprement dit. Et après, j'ai complètement oublié que je pouvais être enceinte, alors que j'étais complètement obsédée pour être maman. À cette époque-là, j'avais l'horloge biologique qui s'était activée. Et puis, ben, le temps a passé, le test de grossesse est arrivé, grossesse. Et là, je me suis bien dit qu'il s'était passé quelque chose, puisque entre un moment où j'ai perçu ce mouvement énergétique, la date effective de la conception calculée avec le gynécologue, ça correspondait exactement le jour où j'avais ressenti ça et qu'il y avait eu, on va dire, le câlin pour la conception de ma fille. Ça, c'était ma première prise de conscience. Et là, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui va arriver à ma fille si, à cause de mon passé, elle avait tout ce que j'avais vécu, donc j'ai une crise de boulimie. C'est à l'époque, j'étais en train de prendre soin de moi pour me sortir de certaines choses, de certains traumas, certaines peurs, et donc de la boulimie et l'anorexie. Et non, je me suis posé la question, je fais que va-t-il se passer à mon enfant
si j'ai une crise de boulimie. Et de là, j'ai commencé à faire des recherches sur la vie prénatale. Et c'est pour ça que la venue de ma fille, à qui je dédie de messieurs, la quintessence de la naissance, a été un grand réveil en moi en tant qu'être humain, en tant que femme et en tant que femme portant un enfant. Voilà. Donc ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, c'était avec mon fils. Mon fils, c'est la même chose. Quelques années avant, j'étais donc dans une situation, j'étais avec quelqu'un et j'ai eu la même manifestation énergétique avec des lumières et des couleurs, la même forme qui s'est manifestée dans la nuit, on va dire, et qui ressemblait exactement à ce que j'avais vécu avec ma fille avant sa conception. Et là, je ne sais pas, je suis une prise de conscience, je me dis non, mais si tu veux venir, pourquoi j'ai dit ça, c'est pas la peine parce que là, je ne suis pas dans une relation où je peux accueillir un enfant, enfin, c'est pas une relation stable. Et c'est parti. Des années après, Sullivan est arrivé. Voilà, mon fils Sullivan est arrivé. Et pareil, les conditions de la conception ont été étonnantes, puisque ce n'était pas prévu, c'était même pas possible d'avoir un bébé cartésianement, dans le sens où il y avait un calendrier, il y avait un cycle féminin, un cycle d'ovulation, et que sa conception ne tombait pas du tout dans ce qui était voulu et prévu par la nature, je veux dire, cartésianement parlant, si on est un être humain, c'est pas voulu, c'était pas cohérent avec le calendrier. Simplement, l'énergie, l'essence même de mon fils a trouvé le moyen de venir. Donc, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas et qui amène à la conception d'un enfant. Et que même un être humain, le plus intelligent du monde et le plus ouvert du monde, ne peut pas contrôler. Donc, la nature, c'est elle qui fait la loi. Premièrement, c'était ça que je tenais à dire au niveau de la conception et de la communication prénatale. Ensuite, donc aussi la venue de Sullivan a enrichi, accentué cette quête concernant la communication prénatale, qu'est-ce qui se passe dans le ventre, qu'est-ce qui se passe pour l'être humain en construction. Et donc, j'ai continué aussi mes recherches. Alors, en plus du travail personnel dans lequel j'étais depuis l'âge de mes 20 ans, surtout de mes 25 ans, jusqu'à mes 44 ans, quand je me suis retrouvée enceinte de Sullivan, j'ai découvert beaucoup d'informations. À partir de la conception de Sullivan, je redoublais de recherche et de pratique. Et là, j'ai découvert des éléments très importants que je tenais à vous transmettre et qui vont prouver aussi scientifiquement que la communication prénatale, elle commence aussi par l'enfant. J'ai donc découvert dans mes recherches pour l'écriture de mon mémoire en tant que coach spécialisé en neurosciences que l'embryon envoie des cellules fœtales dans le corps de sa maman. Oui, vous entendez bien, le bébé est dans notre ventre. Au début, il envoie des cellules fœtales dans votre corps, à des endroits stratégiques, selon peut-être aussi qui vous êtes, ce que vous avez à régler, parce que ces cellules fœtales vont amener peut-être une guérison chez la maman, quel que soit peut-être la dissonance ou quoi, des prises de conscience, et aussi des fois provoquer des aléas dans la santé. Mais c'est voulu, en fait, c'est juste. Donc, le bébé envoie des cellules fœtales dans le corps de sa maman. Ça veut bien dire que par la nature profonde de qui il est, un être vivant, il envoie des cellules pour connecter avec sa mère. Et ça, personne ne peut aller contre cela. Et c'est prouvé scientifiquement. Alors là, je me suis dit, en fait, voilà, qu'on le veuille ou non, notre enfant, à l'intérieur de nous, un être humain à part entière, enclenche un processus de communication avec nous de manière la plus subtile que nous ne pouvons pas contrôler. Ensuite, j'ai découvert que la communication prénatale, ça commençait aussi par le nerf vague. Nous avons tous dans notre corps, chaque être humain a un nerf vague, un système nerveux central, un système nerveux autonome, qui va donc régulièrement, pour faire rapide, évaluer quand vous êtes en situation de survie ou de vie, en situation de danger ou de situation de détente. C'est
inné, c'est primitif, c'est instinctif, voilà, c'est cerveau reptilien, le nerf vague, il sert à ça. Et ce nerf vague, figurez-vous bien, il se construit, se crée, se développe avant le cerveau dans le ventre. C'est-à-dire que l'être humain en construction développe son nerf vague avant son cerveau. Ça veut dire que nous sommes bien au niveau le plus primitif qui soit de l'être humain à créer une connexion par notre nerf vague avec le nerf vague de notre mère. Donc, tout ce que vit la maman à l'intérieur d'elle, par rapport à ce qui lui arrive donc dans l'environnement extérieur, a bien sûr une influence sur ses hormones, sur hormones donc de détente ou hormones de stress. Parce que le nerf vague, il va réguler, il va indiquer des informations au cerveau, et le cerveau va répondre aux signaux du nerf vague, pour faire rapidement. Et donc, ce nerf vague de la maman est bien sûr connecté au nerf vague du bébé, qui lui a déjà envoyé ses cellules flottales dans le corps de la maman. Donc, vous voyez bien que là, il y a déjà on va dire une stratégie de communication entre les deux êtres de manière instinctive et primitive, et que nous ne pouvons pas comment dire, l'empêcher, nous ne pouvons pas intervenir pour que cela ne se fasse pas. Donc, la communication prénatale, vous voyez bien qu'elle se fait de manière naturelle, que c'est la nature qui veut ça. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est possible de communiquer avec notre enfant. Parce qu'il y a aussi l'information suivante. Nous sommes un squelette avec du liquide. D'accord? Le bébé est dans une poche avec le liquide amniotique, entouré des os du bassin. Et donc, les os du bassin sont bien rattachés aux os de notre corps. Et comme on sait que toutes les ondes, quelles qu'elles soient, passent dans les liquides et que le liquide réagit à l'information qu'il reçoit par des ondes, il y a des tests qui ont été faits sur l'eau, selon si vous mettez une information amour ou une information guerre, la structure de l'eau change. Donc, quand la maman, elle entend quelque chose, la future maman, elle entend une information dissonante, une peur, une critique, une injonction, un propos qui veut la contrôler, qui la met mal à l'aise et tout, cette information sous forme de vibration est entendue par le bébé dans l'utérus, puisque l'information, elle est entendue par le cerveau, par un des mots, mais elle est aussi captée par le corps, par des vibrations. Ces vibrations vont parcourir par les os et l'eau que nous avons, leur chemin pour arriver dans le bassin, qui est comme une caisse de résonance, et il va envoyer les ondes dans le liquide amniotique, qui bien sûr va atteindre le bébé. Voici déjà les bases de la communication prénatale, de ce que nous avons à prendre en conscience pour tout à chacun, que la maman, la future maman, la femme, tout ce qu'elle va vivre, tout ce qu'elle va entendre, ressentir, va l'impacter à elle. Son corps va réagir selon ce qu'elle vit, et donc ça va se communiquer au bébé. Vous voyez bien donc la communication prénatale, elle nous indique tous ces éléments pour que nous puissions prendre conscience, à nous, futures mamans, au futur papa, s'il est là, et à la famille, de tout l'impact de ce que nous vivons va affecter l'être humain. Et l'être humain, en fait, dès qu'il reçoit ces premières informations captées par son nerf vague, après son cerveau, après tout son corps, au fur et à mesure qu'il va développer ses sens, comme l'ouïe, et ben l'enfant, en fait, c'est à l'état d'embryon déjà, il va déjà développer une stratégie pour s'attacher et pour s'adapter à son environnement. Et oui. Ça s'appelle le lien d'attachement, en fait. Et c'est en fait la base de toute la base pour soit se créer un trauma, soit l'enfant arrive dans les meilleures conditions possibles
c'est aussi la base de la mise en place, je dirais, de la blessure d'abandon ou de la blessure du rejet, par exemple. Donc, vous voyez, on va au-delà de la blessure du rejet, de l'abandon qu'on traite souvent à partir de la naissance, on va chercher là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé, tout. Mais en fait, tout ça vient de la blessure d'attachement qui se crée au moment où la femme découvre qu'elle est enceinte. Et là, comment elle va accueillir la grossesse au moment où elle fait le test, qu'elle a les résultats qu'elle découvre qu'elle est enceinte, en fait. Là, tout de suite, l'enfant va percevoir ça dans un moment très, très court, de manière par des ondes, rejet ou acceptation. Alors, vous allez me dire, bien sûr, il y a tellement de situations qu'on peut vivre et qu'on se retrouve enceinte, c'est OK. Mais c'est normal. Hein. Après, c'est justement, tout dépend comment va réagir la femme après avoir appris qu'elle est enceinte. Sur le coup, peut-être qu'elle est dans le rejet, dire non, ça tombe mal, je sais pas, c'est pas prévu, j'ai ça, puis je suis pas bien, et puis d'accord. Ça, c'est possible. Mais sachez que ça, c'est réparable. C'est-à-dire que ça, on peut le déprogrammer. Parce que ça dépendra en fait du comportement que nous aurons par la suite, pendant la grossesse et après. Et ce comportement va soit appuyer sur le blocage, la dissonance, et que l'embryon va vraiment se sentir vraiment rejeté ou abandonné selon son sexe. Ou alors, si on a un comportement de prise de conscience, bon, d'accord, j'ai dit non au début, mais voilà, il se passe ça, et, et donc je vais changer l'information, je vais apaiser les émotions, je vais travailler pour et envoyer un message positif à l'être humain en construction. Bien sûr, je parle des situations où il y a les abus, hein, où il y a les viols, où il y a les maltraitances, où il y a les crises en couple, où il y a même un bébé qui arrive après un décès, ou alors il y a un décès dans la famille, on est enceinte. Voilà, tous ces événements que nous pouvons vivre dans notre vie, alors que nous apprenons que nous sommes enceintes, ça crée de manière naturelle des dissonances, du pas bien, des émotions lourdes, du chagrin, de la colère, de l'impuissance et tout. C'est OK, c'est normal, nous sommes des êtres humains. Simplement, en fait, c'est à partir du moment que nous savons que nous vivons les choses que nous pouvons agir. Et j'en parle en connaissance de cause, hein, puisque mes 2 enfants, ce sont des bébés cadeaux. Je les appelle des bébés cadeaux. Ils sont venus malgré tout ce qui avait été mis en place sur terre, hein, pour que leur venue ne se fasse pas, en fait. Mais mes enfants m'ont bien montré que quoi que tu mettes en place, maman, dans ta vie, pour répondre aux injonctions de ton entourage pour qu'on ne vienne pas, nous, on veut venir. Et donc, ma fille Lilou, elle est bienvenue malgré la pilule. Et une pilule que je prenais, j'étais en Espagne, j'avais vraiment des effets secondaires avec la prise de la pilule, mais ma fille, elle a réussi à venir. Mon fils, une autre situation, je ne pouvais pas prendre la pilule et je faisais plein de courbes pour la glaire cervicale, température. Je faisais même des tests de fécondité pour éviter sa conception, puisque je n'avais que ce moyen de contraception possible. Donc voilà, j'avais toute cette responsabilité de ne pas me retrouver enceinte. Et bien malgré cela, malgré les dates dans lesquelles je savais quand est-ce que j'étais féconde, vous saviez, je fais ça sur 3 ans. Et bien Sullivan, il a trouvé le créneau pour être conçu. Et oui. Donc, je me suis retrouvée dans 2 situations. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, ça a été un choc. Je me suis pris comme un coup de masse sur la tête et je me suis dit non, mais c'est pas possible. Vu les 2 situations avec les 2 ex-compagnons, je me suis dit c'est pas possible d'accueillir mes enfants. Et bien si, mais j'ai travaillé sur moi. Je me suis dit OK, il se passe ça. Pour Sullivan, en plus c'était important puisque plus j'avais 44 ans quand Sullivan s'est manifesté. 44 ans, donc on m'a collé déjà la grossesse à risque. Le rejet, les injonctions de tout mon entourage face à cette grossesse tardive, comme on dit dans la société. Et cependant, moi, en plus, j'étais dans un deuil de ne pas pouvoir avoir un 2e enfant. Je m'étais dit, bon, vu mon âge, quand on va avoir une nouvelle relation, je ne pourrais pas avoir un 2e enfant.
Eh bien, Sullivan était en bonne santé, j'ai fait tous les tests, bien sûr, hein, qui s'imposent à 44 ans. J'ai eu suivi médical bien voulu, bien cadré et tout. Tout allait bien. Tout allait bien. Donc, je n'avais aucune raison de faire partir cet enfant. En plus, il m'était donné un enfant à 44 ans de manière spontanée, sans aucun problème de santé. Bon, ça me regarde, cette décision. Mais dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai eu le choc quand même. Et après, tout de suite, j'ai recadré. J'ai dit, OK, je suis étonnée que tu sois là. Hein. C'est comme si je lui ai parlé comme s'il était né. Je dis, bon, il se passe cette situation-là. Mais voilà, ce que je ressens ne t'appartient pas. Ça m'appartient à moi. Donc, toi, tu es dans le ventre, reste tranquille, fais ta vie, en fait. Moi, je vais m'occuper du reste. Et c'est ça, en fait, la communication prénatale, ça nous amène donc à une éducation consciente, une éducation bienveillante. On va déjà prendre conscience de respecter l'être humain en construction et de prendre aussi sa responsabilité de parent de ce que je transmets à cet être humain en construction. Alors, vous allez me dire, oui, tu n'as pas vécu ta grossesse de manière fluide, tu ne t'es pas laissé aller, cela. Ah si, c'est carrément le contraire, en fait. Comme j'étais consciente de tout ce qui pouvait se tramer dans mon ventre et tout ce que je pouvais transmettre à mon enfant, on va dire de dissonant, de limitant et de contrôlant, et que ça ait répercussion sur lui, sur sa vie et tout, ben en fait, j'étais bien heureuse d'avoir tous ces éléments-là et de réguler régulièrement mes émotions, de prendre du recul par rapport à ce que j'entendais, de protéger mon enfant de tout ce qu'il pouvait ressentir au début qui venait de mon environnement et après de ce qu'il pouvait entendre. Voilà ce que c'est la première partie, la communication prénatale. Vous voyez, c'est vraiment une introduction à l'éducation bienveillante, l'éducation en conscience. Et c'est le respect de l'être humain qui il est, et de lui laisser la chance d'être qui il est en le soulageant, en le libérant, en le dégageant de toutes nos émotions fortes, de nos traumas, de nos croyances, de tout ça. C'est ça la communication prénatale. Donc ça, c'était la première partie pour vous expliquer, déjà d'une manière biologique, scientifique, et après, aussi par rapport à la force de la vie, comment s'installe la communication prénatale, que nous le voulions ou non. Nous n'avons aucun pouvoir en tant qu'être humain pour intervenir contre le microchimérisme fœtal, la communication nervale, la formation qui circule sous forme d'ondes dans notre corps par l'eau, par les os, qui arrive au bébé par liquide amniotique. Ça, nous n'avons aucun contrôle de l'empêcher, aucune possibilité de l'empêcher. Et c'est très important, parce que justement, quand j'ai découvert tout ça, il y avait aussi les outils pour communiquer avec mes bébés de manière consciente. Et ça, j'ai trouvé un livre, c'était le premier livre de communication prénatale. C'était un cadeau. Ce livre n'est plus en circulation maintenant. Cependant, c'était un livre qui expliquait chaque mois ce qu'on pouvait mettre en place pour communiquer avec son enfant. Donc là, je vais vous transmettre le protocole, la routine, le rituel qu'on peut mettre en place chaque jour pour communiquer avec son enfant. Alors, ça va beaucoup plus loin que l'autonomie. J'ai un peu mal avec ce mot-là parce que c'est pas mon truc. Ça inclut le champ prénatal. Et nous sommes donc dans une dynamique où je communique avec mon enfant en le respectant. Alors, comment ça se passe? Tout simple, c'est très, très simple. Vous prenez donc un moment dans votre journée où vous savez que vous n'allez pas être dérangé, où c'est votre moment à vous pour vous poser. Alors déjà, ça vous amène en tant que future mère et aussi futur père, parce qu'on l'introduit le papa après, à penser à soi, à s'octroyer un moment de bulle, d'isolement, de ressourcement pour être déjà avec soi-même. Quand vous calez un horaire dans votre journée où vous allez avoir ce moment-là pour vous, ce moment-là, cet horaire-là, vous allez le répéter chaque jour. Restez régulière, constante, et tous les jours, à la même heure, le faire. Et je vous expliquerai pourquoi. Parce que j'ai la preuve par ma fille. Donc, vous faites ça. Vous vous posez, détente, petite musique, petite lumière, bougie. Vous faites votre petite... voilà, vous créez votre espace à vous pour vous détendre. Et après, voilà, c'est tout simple. Vous mettez les mains sur votre ventre et donc vous allez... et vous parlez avec votre enfant. Et avant de parler à votre enfant,
ou pendant que vous parlez à votre enfant, tout dépend de votre ressenti, vous allez donner 2 coups sur la paroi du ventre. Vous donnez 2 coups et vous lui dites: «Voilà, je suis maman, je souhaite rentrer en communication avec toi. Est-ce que tu dors? Est-ce que tu as envie?» Et vous ne faites rien. Et le bébé, quand on le sent bien, va réagir. Bien sûr, généralement, il répond 2 coups. Si, je vous assure. Il répond 2 coups. Donc quand il répond, vous répondez par 2 coups. Il dit: «Oui, je t'ai bien senti. Est-ce que tu as envie de jouer?» On tape 2 coups. Et au fur et à mesure du temps de la pratique, l'enfant identifie. Jouer, il tape. Ou ne tape pas. S'il ne tape pas, on le laisse tranquille. Donc on dit: «Ah, est-ce que tu as envie que je te chante une chanson?» On tape 2 coups. Et si l'enfant répond 2 coups, vous pouvez chanter une chanson. Voilà, c'est ceci le protocole. Et après, quand l'enfant, en fait, ne bouge plus dans le ventre, après avoir chanté, fait des guilis, dansé, quand il ne fait plus rien, qu'il est calme, il s'agit de le laisser tranquille, de ne plus le stimuler. Parce que ça veut dire que l'embryon, enfin le fœtus, parce à cette étape-là, quand il peut répondre comme ça, il est à l'étape du fœtus, généralement à 5-6 mois, quand il ne bouge plus, on le laisse tranquille. Si quelqu'un veut toucher le ventre, c'est non. Si papa dit: «Oh mais moi j'ai envie là, maintenant il ne bouge pas assez et tout». Non, respecte ton enfant qui est dans le ventre, il ne veut plus bouger, il ne bouge plus, il doit dormir, il est apaisé, on le laisse tranquille. Vous voyez, ça nous a introduit à cette communication bienveillante, à ce respect de l'être humain et qu'on ne peut pas lui imposer notre volonté et qu'on doit respecter son rythme. Alors vous allez me dire: «Oui, bah alors ça fait 5 mois, 6 mois, il se sent bouger», mais est-ce qu'on peut le faire à partir de dès qu'on sait qu'il est, que nous sommes enceintes en fait, dès qu'on sait qu'il est là? Oui, c'est possible. Parce que j'ai expérimenté avec mes 2 enfants. Donc c'est vrai que nous allons pas sentir l'enfant bouger, dans le ventre, aller donner des coups parce qu'il est tellement petit que c'est pas possible. Après c'est vrai que, selon si nous sommes ouvertes au magnétisme, au ressenti, que nous sommes vraiment connectés avec notre intérieur, si on peut sentir, un mouvement énergétique, un mouvement d'onde, de magnétisme, de perception que l'on va ressentir au niveau du bas-ventre. J'ai expérimenté ça avec, ma fille puisque j'étais déjà dans l'énergétique et j'étais déjà, dans tout ce qui est harmonisation énergétique, j'étais déjà dans la méditation, la respiration consciente et tout. Donc j'ai expérimenté quand j'ai découvert le livre. Je «Je vais essayer» parce que c'était aussi préconisé dans le livre. Donc j'ai essayé. Alors bien sûr, au début, je sentais rien du tout, c'est petit, hein. Et un jour, j'ai senti comme une petite boule énergétique et c'était comme si cette boule énergétique, cette force, ce cette résonance, toutes ces ondes tout en nu, allaient dans ma main. Et donc je me suis dit: «Tiens, je vais bouger ma main» et ben, je vous assure que la boule d'énergie, le ressenti que j'avais a bougé avec moi, enfin avec ma main. Donc le lendemain, j'avais choisi à 4 heures chaque après-midi parce que je vivais en Espagne, c'était le moment où j'avais ma pause pendant mon travail. À 4 heures, je m'isolais et je faisais ça. Et c'est vrai que de la petite boule, j'ai senti une grosse boule et puis un jour, j'ai senti comme des petits battements d'ailes de papillon. On m'a fait ça dans la creux de la main, à un endroit du ventre. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure de la pratique, ça a commencé, ma fille a commencé à répondre légèrement. Puis après, voilà, plus le fœtus prend de la force, puis il répond d'une certaine manière selon les situations. Voilà comment ça s'est passé pour la mise en place de la communication prénatale. Et donc, en fait, au fur et à mesure des mois qui passent de la grossesse, même des semaines, on peut introduire au début, on fait une mise en connexion et on peut introduire, heu, la berceuse que l'on va choisir pour après la naissance. Une berceuse, on la choisit et on la chante à chaque fois, on fait en contact avec son bébé. Et en fait, l'enfant, vous allez voir, il va enregistrer. Ça paraît dingue, mais c'est vrai. Donc voilà, c'est ce que j'ai expérimenté avec ma fille et c'est ce que j'ai expérimenté avec mon garçon. Et chacun de mes 2 bébés ont réagi différemment dans le ventre. Et leurs réactions, quand ils étaient dans mon ventre, m'ont indiqué les grands traits de caractère que je retrouve aujourd'hui
maintenant que ma fille a 20 ans et que mon fils a 7 ans. Vous voyez, la façon de réagir au tapement dans le ventre m'ont donné une indication. Je dis, ah, peut-être. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, les 2 grandes lignes de caractère, de comportement, je les retrouve chez tous les 2. Donc c'est pour vous dire qu'en communiquant avec votre bébé in utero, vous allez pouvoir savoir comment il réagit et avoir une petite idée aussi de comment amener les choses quand il sera né. Voilà, ça c'est pour la mise en place de la communication prénatale. Et dans cette communication, au fur et à mesure des mois, donc nous apportons des mots d'amour, il y a une méditation, une visualisation. On peut envoyer des images conscientes, jolies à notre bébé. Parce que par la visualisation, la connexion, vous voyez bien tout ce qui s'est mis en place dès le début, plus les intentions et les vibrations, on envoie des jolies images à bébé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut donc introduire aussi une musique bénéfique, on va dire. Donc, vous avez les musiques comme Mozart, surtout la petite musique de nuit. Vous avez les musiques comme de Vivaldi. Il y a toutes les musiques et les sons des dauphins. Très, très bon pour le développement du cerveau, les connexions, l'apprentissage et même le bien-être du bébé. Parce que ces ondes des musiques, les notes de musique, elles vont entrer dans vos cellules. Après, elles sont sous forme d'ondes et donc elles vont aller dans le liquide amniotique et à bébé. Même s'il n'entend pas au début, il va percevoir ces ondes. Dans la communication prénatale, on peut même danser. Bien sûr, selon la grossesse, on fait des sauts, on n'en fait pas. Voilà. Mais on peut danser. Et moi, c'est vrai qu'avec ma fille, j'ai essayé ça. Donc, j'ai essayé les musiques de Begin, de Sega. J'ai essayé la techno et tout. Et c'est vrai que selon les ondes, j'ai pu savoir ce qu'elle aimait comme son, ou ce qui était bénéfique pour elle, ou ce qui était dissonant. Alors, c'est vrai que tout ce qui était Begin et Sega, elle adorait, quoi. En fait, je dansais et elle a dansé en même temps, parce que j'avais bien sûr établi avant la connexion. Voilà. Et après, de temps en temps, je faisais une pause, je demandais est-ce que tu veux que je danse encore, et je tapotais, et elle s'arrêtait, il n'y avait rien. Donc, je dis bon, là, j'arrête. Ou alors, je passe sur quelque chose de très, très doux. Voilà. Et bien sûr, je vous rassure, c'était vraiment le moment que j'avais choisi pour être en communication prénatale avec elle. Donc, c'était 4 heures d'après-midi, ou alors c'était le soir au moment de dormir. Et au moment de dormir, là, je tapotais dans le ventre. Est-ce que tu veux une comptine? Est-ce que tu veux que je chante? Et il y avait une réponse. Et des fois, je chantais une chanson et je voyais bien on le sent dans le ventre, elle bougeait un peu frénétiquement. Je dis, bon, ça important. Donc, je changeais de chanson et là, je voyais bien mon ventre qui ondulait, qu'elle se levait dans les coins du ventre. C'était magnifique. J'ai adoré voir ma fille bouger dans le ventre. Ça faisait comme une danse. Voilà. Et puis, vous voyez, par exemple, mon fils, lui, c'était complètement le contraire. Quand j'organisais ce temps dans ma journée et que je faisais toc-toc, j'allais le voir, que de dire, en fait. Elle ne lui répondait pas, en fait. Moi, j'ai dit, bon, il dort. Et puis, peut-être, allez, on va dire, en termes humains, peut-être 5 minutes, ou des fois 1 minute après, ou 30 secondes, il se mettait à bouger, furtivement, comme s'il se cachait, comme s'il voulait titiller, vous voyez cette sensation-là. Donc, je tapais dans un coin du ventre, il ne disait rien, il ne bougeait pas. J'enlevais le doigt, il n'a plus bougé. Il bougeait et puis tapotait de l'autre côté. Voilà. Et donc, c'est vrai que je retrouve leur comportement dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vrai qu'avec mon fils aussi, j'ai introduit le chant, la chanson, c'était pareil. Après, son comportement était différent et l'horaire était différent. Voilà. Et donc, après, pendant cette communication prénatale pendant la grossesse, le papa est invité à participer. Bien sûr, quand le papa est là et qu'il a envie, il est vraiment invité à participer à cette communication prénatale parce que sa voix, même si le bébé ne peut pas l'entendre, et même s'il ne porte pas son enfant, la voix du papa passant par l'oreille de la maman au début de la grossesse, l'onde de sa voix va circuler dans le corps de la maman, arriver dans le bassin, dans la caisse de résonance, et aller dans le liquide amniotique, et l'enfant va s'habituer à cette onde, et après va
adapter l'onde qu'il a entendue, qu'il a ressentie, pardon, à la voix qu'il entend maintenant. Il va dire ça, c'est la voix de papa. Donc le papa est bien sûr bienvenu dans ces moments-là. Il est bienvenu pour enlacer la maman, faire comment dire, une embrassade vraiment de protection. Le papa est vraiment dans cette place-là de protection, de soutien, d'être enveloppant. Voilà. Et aussi, le papa peut tapoter aussi sur le ventre, c'est tout à fait possible. Il y a aussi le papa qui peut chanter la berceuse avec la maman ensemble, tous les deux, ou chacun son tour. Comme ça, le bébé s'habitue aussi à la voix de papa qui chante la chanson, la berceuse choisie. Donc, parce qu'il y aura donc un effet bénéfique à la naissance, c'est-à-dire à un moment où il a pleuré l'enfant, où il y aura cette chanson qui sera clé, et dès que vous allez chanter la chanson, l'enfant va se dire « Ah, quand j'étais dans le ventre, que maman chantait cette chanson et que papa chantait cette chanson, j'étais donc en sécurité et c'était un moment de bonheur. » Et je l'ai expérimenté moi, bon, toute seule avec mes 2 enfants, mais j'ai bien vu que dès que je chantais cette chanson-là, mes enfants, ils arrêtaient de pleurer. Pouf, il y avait je voyais le regard, c'était pouf, ça y est, il était en mode sécurité, en mode protection, en mode je suis en paix, maman est là. Ça les ramenait à ces moments de grossesse, de bien-être, de sécurité. Voilà ce qui est possible de mettre en place. Et donc, vous allez me dire, hey, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vrai ce que tu racontes? Est-ce que ce n'est pas encore un terme ésotérique, mystique, un mouvement New Age aussi? Eh bien non, moi j'ai la preuve clinique que ça marche. Alors, la preuve, c'est ma fille qui me l'a apporté lorsqu'elle avait 3 ans. Je suis dans la voiture, je suis en train de conduire, et donc je mets le CD que j'écoutais le soir, musique prénatale. Je mets le CD, je mets la musique et je mets une première chanson, et elle se met en colère. Derrière, elle crie, elle se met en colère. Non, je veux pas cette musique-là, non, non, pas celle-là, pas celle-là. Donc, c'est vrai que j'aurais pu m'énerver et dire, mais tais-toi et tout, je conduis. Et, à un moment donné, j'ai réalisé que c'était pas, que cette chanson-là, oui, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et d'un seul coup, elle me dit, mets la 8. Et d'un seul coup, je comprends que la musique que j'avais venue de mettre, c'était la musique sur laquelle je pleurais beaucoup pendant la grossesse et qui me ramenait donc à un état pas cool, quoi. Et elle, comme elle était dans mon ventre, en fait, elle ressentait, elle se prenait peut-être des doses de cortisol, d'adrénaline, elle avait toutes les ondes de tristesse qui lui arrivaient, peut-être de culpabilité, je ne sais pas, donc peut-être qu'elle était aussi dans sa blessure de rejet ou d'abandon, ben, en vrai, là. Et ça me revient en conscience, ah! Et quand elle me dit la 8, je fais la 8. Donc je change, je vais au morceau numéro 8 du CD. C'était donc la musique que je lui chantais tous les soirs. C'est la musique. Après, je mettais les paroles. C'était la musique. Et quand j'ai mis la 8, elle m'a dit: «Ah oui, celle-là, oui, oui, oui». Et donc j'ai bien la preuve, quand elle avait 3 ans, que tout ce qu'elle avait vécu dans le ventre, c'était présent et que ça lui avait servi ou qu'elle avait servi. Ça, c'était ma première preuve avec ma fille et j'ai complètement halluciné. Et avec mon enfant, en fait, avec Sullivan, mon deuxième enfant, lui me parle de comment il est arrivé dans le ventre, qu'est-ce qui se passait. Et ça, il n'a pas lu, il n'a pas imaginé, il n'a pas vu un film qui ait pu lui faire fabuler, stimuler son imagination, l'influencer. Quand elle commence à me parler de ça, je fais: «Waouh!» Chez moi, je ne sais pas ça. Je fais: «Vas-y, explique-moi». Et donc il m'a expliqué. Et il m'a expliqué des situations, comment il est arrivé dans le ventre, qu'est-ce qui s'est passé, et je ne lui ai jamais raconté. Donc là, j'ai bien la preuve que la communication prénatale, ça marche et que l'enfant, tout ce qu'il vit dans le ventre, il en est conscient, c'est mémorisé en lui et il peut le retransmettre après. Pour ma fille aussi, j'ai une autre expérience qui est arrivée, une autre anecdote. Quand j'étais donc enceinte, je travaillais dans un endroit où mon chef de service, bon, je n'avais pas vraiment d'animosité vis-à-vis de lui, mais il y avait un truc chez lui que je ne captais pas, je n'étais pas très à l'aise avec lui. Et bien, ma fille, à chaque fois qu'il s'approchait de moi pour me donner une consigne pendant mon travail, ma fille, elle donnait un coup de pied sur le côté là où il se trouvait cet homme-là. Mais un coup de pied, je vous assure, ce n'était pas un coup de pied tendre, c'était
Lui, non. Bon, le temps passe, elle naît. Un jour, je viens à la boutique pendant le congé après la naissance, le congé maternité. J'arrive avec la poussette dans la boutique et pour avoir des consignes, voilà. Il s'approche de ma fille pour lui faire coucou, quoi. Il n'a rien fait de mal, il vient lui faire coucou. Et elle se met à hurler, mais à hurler. Et à chaque fois que ma fille elle le voyait, après c'était non, pas lui, non, pas lui. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a après lui, quoi? Il n'a rien fait de mal, en fait. Eh bien, écoutez, figurez-vous que peu de temps après, j'ai découvert que cet homme allait en Thaïlande voir les petits-enfants. Je vous passe des détails. Voilà. Les enfants savent à qui ils ont affaire, en fait. Ils savent appréhender leur environnement. Ils savent reconnaître l'onde de l'être humain qui l'approche, si c'est OK ou c'est pas OK. Même si on est triste, hein, ou pas triste, on est joyeux ou si on est en colère. Ils savent, ils nous lisent. Ils arrivent à voir les expressions de visage et ils nous captent. D'accord? Ça, c'est encore une preuve que tout ce qui s'est passé dans le ventre, l'enfant le vit avec et après peut le manifester à l'extérieur du ventre vis-à-vis de son environnement. Il y a aussi une autre anecdote que je tenais vraiment et j'adore la raconter parce que ça m'a tellement sidérée ce jour-là. Donc, c'était et ça m'a servi de leçon aussi pour la venue de Sullivan. C'est voilà, je suis en voiture, je suis enceinte de ma fille, Lilou, je conduis. Je suis dans la campagne, donc c'est un mineur Covalière, je suis dans la campagne, dans ma petite voiture. Et d'un seul coup, ma fille, elle fait 2 toc-toc. Donc, moi, tout de suite, comme je suis habituée, je réponds, je tape 2 fois sur la paroi du ventre, là où elle a tapé et je lui dis: «Bon, oui, voilà, je suis dans la voiture, je t'ai entendu, mais là, je suis dans la voiture, voilà, j'ai été faire les courses», donc je raconte un peu ma vie. Et là, elle retape 2 coups. Je retape dessus, je fais: «Oui, je t'ai entendu», puis c'est tout, quoi. Et je continue et elle continue à taper, mais de plus en plus fort. Et à un moment donné, elle a tapé très fort au niveau des os, au niveau des côtes, vous savez? Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit: «Mais quelle heure il est au fait?» Il était 4 heures. Il était 4 heures. Vous voyez? Et là, je me suis dit: «Ah, normalement à 4 heures, je suis dans ma chambre, dans ma maison, en train de me poser et communiquer avec lui». Et pourtant, Lily dans le ventre, elle n'avait pas une horloge qui disait: «Hé maman!» Bon, elle n'a pas programmé une alarme, c'est l'heure de la communication prénatale. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis garée sur le bas-côté dans une route de campagne, je me suis mis en sécurité et bon, là, j'ai fait, la séance de connexion, de rencontre, de partage avec Lily. Jusqu'à un moment donné, elle s'est posée et donc j'ai pu reprendre ma route. Voilà. Et donc là, vous voyez bien que l'être humain en construction, dans le ventre, enregistre bien des informations. Il est bien conscient de ce qui se passe. Il a bien une forme d'intelligence. Et ça, on peut pas dire que c'est pas vrai. C'est pas moi qui raconte une histoire et qui fabule. Et là, je me suis dit: «Waouh!» Et donc ça m'a permis, quand je me suis retrouvée enceinte de Sullivan, d'être dans cette conscience-là et d'être respectueuse de l'horaire que j'ai mis en place. Et si des fois, par exemple, j'ai eu des rendez-vous, je ne pouvais pas faire la séance pour X raison, donc je prenais quand même l'heure. J'ai dit: «Bon alors voilà, je te tapote, je fais comment ça va?» Je dis: «Bon là, je suis dans cette situation-là» et je chantais quand même une chanson, histoire de dire, «Je respecte l'heure, je respecte mon engagement vis-à-vis de toi. Simplement, voilà, je ne vais pas pouvoir faire longtemps». Mais je faisais quand même. Voilà, vraiment, je vous assure que la communication prénatale, c'est magnifique, hein, c'est, vraiment un sacré outil et ça permet aussi à l'environnement qui, des fois, vous voit faire ça: «Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi». Je fais: «Non, je ne fais pas n'importe quoi. Là, je suis en communication avec mon bébé», c'est-à-dire elle, je fais: «Voilà» et donc j'expliquais à chaque fois et donc les gens, en fait, ils ont une prise de conscience. Je fais: «Ah bon, c'est possible?» Et donc ça amenait à chaque fois, une prise de conscience pour l'environnement vraiment et se dire: «Finalement, oui, une femme enceinte qui porte un enfant dans son ventre, un être humain, c'est pas n'importe quoi». Et c'est pour ça que des fois, peut-être vous allez le vivre ou peut-être vous avez peut-être vécu, quand vous avez quelqu'un qui vient vers vous et qui vous met directement la main sur le ventre sans demander votre autorisation et que vous avez votre bébé dans le ventre qui donne un grand coup, elle va dire: «Eh oh, tu me touches là, mais est-ce que je t'ai demandé la permission de me toucher?» Non. Et ça, en fait, dans cette conscience-là,
ça amène les gens à se dire, je ne peux pas faire n'importe quoi. Déjà, je ne peux pas être intrusive vis-à-vis du corps de la femme qui porte un être humain, parce que déjà, c'est un être humain, je n'ai pas le droit de venir toucher son ventre sans son autorisation. Parce que déjà, c'est son corps, c'est intrusif, c'est irrespectueux, et de deux, il y a un être humain dans son ventre qui a totalement la possibilité de dire non. D'accord? Des fois, oui. Donc moi, je veux dire, des fois, oui. C'est-à-dire, on met la main et le bébé dit rien, ou alors il dort. Mais parfois, c'est non. Parce que peut-être que la maman, elle ne sent pas la personne, peut-être que la maman, elle a envie d'être tranquille. Donc, j'ai l'impression que des fois, ben, le bébé vient renforcer le sentiment de la maman et qui vient peut-être transmettre le message que la maman n'a pas osé, par un coup de pied à une main qui va se mettre sur le ventre sans son accord. Et moi, ça m'est déjà arrivé aussi pendant les séances de visite avec les gynécologues qui n'étaient pas du tout ouverts à tout ça. Hein, et que la réaction de ma fille, elle était de remonter tout en haut du ventre quand il y avait un contrôle gynécologique ou quoi pendant la grossesse. Vraiment, elle se mettait en boule, ne me touchez pas. Donc c'est vrai que quand j'ai pris conscience de ça, parce que je l'ai découvert dans les livres, elle me l'a expliqué. Donc après, je l'ai préparé à une séance, à un contrôle médical. Je suis voilà, il va se passer ça, ça et ça. C'est pour ton bien-être. Je lui expliquais les choses comme si c'était un être humain qui était à côté de moi. Et c'est vrai qu'elle n'avait pas ces mouvements de recul et de protection. Et donc, c'est vrai que ceci, tout de suite, j'ai mis en place avec Sullivan, parce qu'il y avait beaucoup plus de contrôle, puisque j'étais enceinte à 44 ans. Donc voilà, j'ai dit, voilà, on va faire ça pour voir si tout va bien, même quand il y a eu le test pour la trisomie et tout. Voilà, j'ai tout expliqué à chaque fois à mon fils. Elle était en moi. Surtout que avec Sullivan, il y a eu le problème du phlébite au 8e mois de grossesse. J'avais eu un malaise avant et il y a eu la phlébite qui s'est déclenchée, donc on est hospitalisé, scintigraphie, le liquide pour la scintigraphie, la nourriture, le stress, la peur de mourir. Hein. J'ai vraiment traversé cette peur de mourir une nuit avec Sullivan qui était à 8 mois de gestation. Et là, je vous assure que toute cette nuit-là, j'ai mis le casque de Walkman, un vieux Walkman que j'avais sur mon téléphone, et je lui ai envoyé l'énergie de la musique de Mozart, des dauphins. J'ai prié tous les dieux, tous les saints, tout le monde. J'ai essayé de monter mon énergie au top. J'ai essayé de chanter, de ne pas être toujours dans cette énergie de peur de mourir. On va carrément dire le nom, pour compenser l'adrénaline et le cortisol qui était sécrété dans mon corps à cette situation de danger de mort, en fait. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu aussi tout ce travail de conscience, toute cette prise de conscience que ça peut amener la communication prénatale et qui peut limiter, en fait, la mise en place de traumas, de peur, de croyances, de mal-être du bébé à sa naissance. Même si après la naissance, c'est vrai que j'ai poursuivi donc le développement personnel et la prise en charge de mes enfants par rapport à ce qui s'était vécu pendant la grossesse, parce que je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la science infuse. Voilà. Simplement, voilà, la communication prénatale vous amène vraiment à prendre conscience que voilà, j'ai un être humain en construction qui vit des choses avec moi et j'ai quand même la capacité de commencer l'éducation en le préparant à son environnement. Et papa est impliqué, hein, d'accord? Et donc, c'est vrai que aussi la famille nous dit beaucoup de choses. Des fois, c'est de manière inconsciente parce que notre famille fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a aussi. Parce qu'on traverse tous un même vécu, une lignée familiale, on vit des mémoires transgénérationnelles. Simplement, avec la communication prénatale, on apprend à dire, voilà, ça c'est ta croyance, c'est ce que tu dis, tu as peut-être peur pour moi et d'accord, mais moi, je vis ça. Je suis dans cette vérité-là et je me respecte en tant que telle et j'amène la communication prénatale pour mon enfant, pour éviter de répéter peut-être ce schéma familial quand il va naître. Voilà à quoi nous amène la communication prénatale. Et après, bien sûr, la communication prénatale, ça permet aussi de réaliser ce tableau. Ça, j'ai réalisé pendant la gestation de Sullivan. C'était à peu près au 6e mois de grossesse, puisque là, vous avez la photo réalisée du ventre, de mon ventre, où était Sullivan à l'intérieur, pendant le Blessing Way. Blessing Way, c'est une célébration de la mère, de la femme devenant mère. On n'est pas sur le bébé, sur du bébé, mais on est sur la célébration de la femme qui devient mère. Et donc, voilà, là, j'ai commencé à créer donc, ce support au 6e mois, j'ai introduit le ventre,
Et après, en fait, vous avez tous les derniers mois de grossesse, comment je ressentais les choses. Et après, ici, c'était au niveau de la préparation de la naissance, préparation du canal de naissance. Voilà. Et là, ben, ici, c'est la zone d'allaitement. Et même si vous voyez, il n'est pas fini, parce que c'est quand même 3 ans que j'ai arrêté l'allaitement, vous voyez que c'est encore la zone vide. Parce que moi, psychologiquement parlant, ou émotionnellement parlant, ben, il y a quelque chose que, voilà, c'est en train de se faire. Donc bientôt, je vais bientôt décorer cette partie de la poitrine. Voilà la créativité. Parce qu'en fait, quand on est en connexion avec son enfant, l'enfant, des fois, il nous envoie des informations, des ressentis. Même, je pense que cette fameuse envie de fraise doit venir du bébé. Parce que dans la fraise, il y a certaines choses dont on a besoin. Et aussi, je tenais à vous dire que, par exemple, pour la grossesse, pour la naissance, vu mon passé de un utérus cicatriciel par une première césarienne, malformation lombaire, phlébite avec traitement de cheval d'anticoagulant, bas de contention, et en plus l'âge 44 ans. La naissance de Sullivan est en train de se programmer vers une césarienne. Quand j'ai eu la phlébite, j'ai bien vu tout ce qui se mettait en place. Et en même temps, quand je connectais avec mon enfant, ça fait déjà quelques mois, je connectais avec mon enfant, il me disait « Maman », vraiment, c'était une information qui m'est arrivée, une certitude, une pulsion, c'était instinctif, c'était omniprésent dans ma tête. Pour que je naisse, il faut que tu sois verticale. Pas que tu sois allongée, verticale. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai donc découvert que si je n'avais pas pu avoir la dilatation pour ma fille, elle avait fini en césarienne, parce que j'étais allongée et qu'avec ma malformation lombaire, je ne pouvais pas dilater. Donc, condamnée à une césarienne, condamnée aussi à ce que ma fille ne puisse pas descendre, etc., etc. Donc là, je suis avec Sullivan qui me dit non, verticale, maman. Et donc, je me retrouve en même temps à l'hôpital. On me dit non, tu vous seras allongée, vous aurez la dose d'ocytocine et ceci, cela. Et donc, là, je me suis dit, bon, comment je vais faire? Et j'ai eu la chance d'être accompagnée par une sage-femme libérale. Et j'ai accouché en plateau technique. Et donc, dans le plateau technique, j'ai pu mettre mon Sullivan en étant vertical. J'ai fait tout le travail vertical, c'est-à-dire que j'étais à la verticalité, donc je faisais un certain mouvement. Bon, au moment de l'expulsion, j'ai besoin d'être allongée parce qu'on ne peut plus ma vie. Il fallait que je retrouve des forces quelque part pour pouvoir que Sullivan sorte. Mais c'est pour vous dire que mon enfant, dans mon ventre, m'avait envoyé l'information verticale pour que je puisse naître. Et imaginez bien que ma sage-femme, parce que je l'adore, même si Sullivan a 7 ans, dès que je la vois, je l'adore, je lui dis, m'avait dit, c'est 3 jours avant sa naissance, elle a fait, voilà, Karine, ton fils est dans l'axe de la naissance. Il est placé, il est prêt. Et elle me dit, tu n'as plus qu'à t'aligner à ton fils. Pouvoir de la maman. Donc là, je me suis dit, Sullivan me dit qu'il faut que je sois à la verticale pour qu'il puisse naître. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi cet instinct en plus qui me parlait très très fort à l'intérieur de moi, même parce que c'était mon objectif, c'est qu'il naisse de manière la plus naturelle possible, puisque je savais tout ce qui s'était passé pour Lilou, qui avait contribué à ce qu'elle naisse par césarienne. Donc là, il était hors de question que je répète le schéma. Et le conditionnement aussi, qu'on m'avait programmé dans mon cerveau et dans mon corps. Non, tu ne peux pas naître. Tu ne peux pas naître, c'est pas mal ça. Tu ne peux pas naître mère par une voie basse. Tu ne peux pas donc donner la vie à ta fille par voie basse parce que tu as une malformation lombaire, parce que ceci, parce que cela. Tu seras allongé. Là, je ne savais pas. Donc là, j'ai su. Je savais. Donc déjà, j'avais pris mon pouvoir de mère, mon pouvoir de femme. Médicaments possibles, c'était bien. Donc je me suis dit, bon, ok. Et c'est ce que j'ai fait. Et Sullivan est né par voie basse. Et puis, nickel, super bien. Tout s'est bien passé. Voilà. Voilà le résultat de la communication prénatale. Et c'est vrai que j'encourage tout le monde à mettre ça en place. C'est vrai que même si c'est une PMA, même si on est allongé, alité, même s'il y a des complications, même si on peut avoir une césarienne parce que c'est comme ça et c'est OK, d'accord? Et je pense que même avec du recul, si j'avais su à l'époque, on m'a dit, bon, césarienne, si j'avais su, je pouvais préparer ma fille à la césarienne pour que certaines choses ne soient pas vécues par la suite, je l'aurais fait. Bon, je n'avais pas toutes les informations,
Ça s'est passé comme ça. Donc, c'est vrai qu'après, avec Sullivan, étant consciente et ayant plus d'informations, j'ai dit, OK, on va éviter que le passé se répète et projeter une croyance qui était active et qui était le résultat d'une situation désagréable avec Lilou à sa naissance, que là, ça se répète pas. Donc, je le sais, j'ai travaillé dessus. Donc, ça, je le mets en place pour mon enfant, mon deuxième, Sullivan. Et tout s'est bien passé. Et j'ai tenu bon. D'accord? Voilà. Ce que j'allais dire au sujet de la communication prénatale. Et donc, c'est vrai qu'aussi, au moment le jour de la naissance de Sullivan, il est vrai aussi que j'ai eu un ressenti profond de mettre en place le canal de la naissance, de préparer le canal de la naissance, de visualiser mon enfant. Enfin voilà, c'était un moment très, très fort qui a contribué, oui, à ce que Sullivan naisse le plus naturellement possible. Et ça pour vous dire qu'aussi, voilà, l'enfant peut vous amener aussi à ces prises de conscience. Et ça, ce canal de naissance, bon, ça, c'est un atelier que j'ai créé, enfin, qui m'a été inspiré. Et le canal de la communication aussi, hein, c'est une visualisation de préparation qui m'a été inspirée lors de la grossesse de Sullivan. Et c'est pour ça que moi, dans mon accompagnement, c'est vrai que j'ai le coaching spécialisé en neurosciences, coaching prénatal spécialisé en neurosciences, que j'appelle Arc-en-Ciel, coaching Arc-en-Ciel, dans lequel j'ai introduit le canal, la méditation, préparation, canal de la communication, canal de la naissance, par lequel j'accompagne les futurs parents en désir d'enfant, déjà à travailler sur eux-mêmes pour se libérer, pour apprendre aussi à se connaître, à développer leurs capacités, leurs talents, leurs principes d'éducation. Voilà, j'ai aussi l'outil du conseil en image et relooking, parce que c'est vrai que avant la grossesse, si on pouvait déjà avoir fait un travail sur soi pour se valoriser, qu'on le poursuit pendant la grossesse, au moment où notre corps il change, qu'on passe par tous les états d'âme, je me sens moche, je me sens gros, je me sens pas bien dans mon corps, il y a toujours des moments où vraiment on est vraiment secoué par toutes ces prises de conscience, le regard des autres, comment on se sent dans son corps, même si on a des vomissements, on est fatigué, les jambes lourdes et tout, ça atteint notre image de soi, je veux dire, l'aspect physique. Et donc voilà, je me suis dit, voilà, avec la conseil en image, on peut toujours continuer à se valoriser, à se mettre voilà, en valeur, se faire valoir physiquement parlant, déjà pour nous-mêmes. Et puis après, bien sûr, le conseil en image, il peut être aussi après la grossesse, où là où notre corps des fois, on ne sait plus à quoi on ressemble. Bah, je le dis carrément, quoi. On savait qu'on avait une silhouette comme ça, on a une silhouette comme ça pendant la grossesse. Le bébé naît, on ne récupère pas la silhouette d'avant la grossesse d'un seul coup, du jour au lendemain, parce que le bébé est sorti. On reste toujours avec le ventre qui est comme ça, les fesses. Et donc là, c'est vraiment pas facile à vivre des fois pendant la période postpartum. Parce qu'on se regarde dans la glace, on ne se reconnaît plus. En plus, avec le changement hormonal qui s'implique, en plus, on allait, on a les seins qui gonflent. Vraiment, on se dit, voilà, qui suis-je? Voilà, donc dans cet accompagnement, en plus, il y a les méditations, les respirations, il y a la créativité que je vais vous présenter dans une autre vidéo, hein, pour créer les bustes qui sont derrière et à quoi ça amène. Voilà, c'est tout ce que je propose. Et aussi la pépite, la partie de lumière, de folie aussi, c'est que voilà, je me suis formée comme clown thérapeute. Je suis vraiment sur ce chemin de la clownothérapie, oui, vous avez bien entendu, un nez, que j'adapte pour accompagner les futures mamans, même les futurs papas et même les parents avec leurs enfants, avec ces outils de clown thérapie où on est sur un mouvement dansé, plus ou moins rythmé, pour travailler certains thèmes, avec de la créativité, de la visualisation, de la symbolisation. Et donc voilà, moi j'ai à cœur de rajouter la clown thérapie, surtout pour les futures mamans qui sont chez elles, alitées, isolées parfois, ou même les jeunes filles mères qui ne savent pas ce qui leur arrive, ou alors les femmes qui sont en situation compliquée, même en protection, hein. Voilà, j'ai vraiment à cœur de me déplacer, d'aller à domicile avec bien sûr moi, Karine, mon côté clown, ou je dirais plutôt une clown fée, bienveillante. C'est-à-dire, je peux très bien venir vous voir, mais
sans le nez, hein, je vais mettre un petit coup de paillettes, quoi. Et puis venir aussi avec les outils du conseil en image, avec une méditation, avec de la créativité, ou simplement venir comme une présence. Et puis peut-être au fur et à mesure de l'échange, peut-être se mettre en place, voilà, un accompagnement. Voilà, c'est ce que j'ai à cœur de partager, de transmettre. Parce que moi, ce qui est le plus important, franchement, c'est que les bébés arrivent de la meilleure façon que ce soit, la plus sereine, la plus saine, et que vous aussi, en tant que futurs parents, vous soyez le mieux possible. Et que après, quand bébé est là, voilà, ça vous évite de partir en burn-out, en dépression, que vous soyez dans une crise de couple, que vous sépariez même. Alors, je ne me mets pas dans un mode de sauveuse, mais dans un mode préventif. Voilà. Parce que c'est vrai que mon vécu m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses. Et voilà, si je peux contribuer avec les intervenantes qui sont dans ce sommet à vous apporter des pépites, ou comme je dis, des graines d'éveil, et je vais le répéter souvent dans ce sommet, des graines d'éveil, de réveil, des graines de vie, en fait, pour vous éviter des fois le marasme qui nous attend à la naissance, parce qu'on ne s'y attend pas. On ne sait pas comment ça va se passer à la naissance, on ne sait pas qui va être bébé. Voilà, si déjà avec la communication prénatale, on peut déjà commencer à mettre en place, je veux dire, un fil conducteur, un cordon de communication. Waouh! Ce serait un magnifique cadeau pour vous, pour le bébé, la famille, et même l'ensemble de la famille. Et même, je vais carrément plus loin, c'est que la communication prénatale, on peut même inclure l'assistante maternelle si on sait qu'on va remettre notre enfant entre les mains d'une assistante maternelle ou d'une nounou après la naissance. Et je vous le dis parce que j'ai été assistante maternelle pendant 9 ans et que j'ai la chance d'expérimenter ceci. Et j'étais déjà consciente de la communication prénatale parce que j'avais déjà eu des vies et que j'ai gardé 2 petites filles. Et la première petite fille, en fait, quand j'ai su que mon amie attendait le bébé, j'ai rien dit, hein. Elle m'a dit oui. J'ai senti qu'il y avait une connexion avec le bébé dans son ventre, mais j'ai rien dit parce que je respecte le discernement et le libre arbitre des futurs parents. C'est super important. Et un jour, elle m'a demandé: «Est-ce que tu veux être l'assistante maternelle de ma fille?» Je dis: «Oui, à fond». Et donc, je lui ai parlé de la communication prénatale. Je lui ai dit: «Voilà, tu sais, voilà ce qu'on peut mettre en place. Comme ça, bah, ta fille va s'habituer à ma voix et à ma présence de manière énergétique, et après avec ma voix. Et je pense que la transition se fera plus facilement quand tu vas me la confier pendant la journée». Et c'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire pendant la grossesse, régulièrement, on se voyait parce que déjà on était amis. Et donc, j'allais la voir, je parlais à sa fille. Et après, comme elle me l'a confié, il n'y a pas eu ce problème de séparation avec la maman, hein, qui n'est pas facile pour un bébé. Et ça s'est tissé comme ça. Bon, avec son deuxième enfant, ça a été différent. Mais en fait, comme il y avait une connexion avec la maman, la deuxième, quand elle est arrivée, c'était une évidence. Alors, c'est vrai que maintenant, je suis la nounou de la famille, mais c'est pour vous dire que c'est possible en tant que professionnel de la petite enfance, si on sait qu'on va garder un bébé, de proposer à la maman des séances de communication prénatale pour que le bébé se prépare à intégrer dans son environnement cette nouvelle personne. Il va se familiariser avec sa voix, sa présence, son énergie, et ça va être OK après pour que la maman puisse le remettre en garde auprès de cette personne-là. D'autant plus qu'en plus, la maman sera sécurisée du fait de connaître son assistante maternelle ou sa nounou. Donc, elle n'aura pas d'appréhension en laissant son enfant à cette nouvelle femme. Et donc, ça va aider aussi l'enfant dans sa transition. Voilà à quoi sert la communication prénatale. Et c'est vrai que si les professionnels de la petite enfance pouvaient amener ceci dans leur préparation avant de garder un enfant, parce que ça arrive qu'une maman qui est enceinte choisisse son assistante maternelle pour préparer la période postpartum, si ça pouvait se mettre en place, je dis waouh, ça serait vraiment magnifique. Voilà tout ce que j'avais à dire concernant la communication prénatale. Donc, en fait, maintenant, je vous invite à me poser des questions, peut-être me partager vos prises de conscience, peut-être des suggestions en dessous de cette vidéo dans la partie commentaires.
Et donc, je vous répondrai. Et si vous avez envie, on pourra même mettre en place une soirée rencontre en direct sur Internet pour pouvoir échanger par rapport à cette communication prénatale et peut-être même vous partager un atelier en direct pour vous introduire à la communication prénatale. C'est ce que je souhaite offrir comme cadeau à vous qui m'écoutez et qui avez envie de découvrir la communication prénatale. Voilà, une initiation à l'éducation prénatale par un autre. Maintenant, je vous propose peut-être d'essayer de communiquer avec bébé, d'avoir des prémices de communication. Et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et aussi, profitez bien de tout l'apport de chaque intervenant, de tout ce qu'elles vont vous transmettre parce que franchement, il y a beaucoup d'informations qui vont permettre de peut-être vous rassurer, vous conforter, vous amener à et vivre la venue de votre bébé le plus sûrement, le plus sainement possible. Au revoir et à bientôt.